Salut Catherine, comment ça va? Bonjour Annabelle, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, je m'appelle Catherine Prady, je suis britannique de naissance, française d'adoption, et je suis traductrice depuis maintenant 14 ans, spécialisée maintenant dans le domaine de la mode et du textile. J'ai pas de formation de traduction. En fait, je suis passée par un chemin un peu de travers. Je suis passée par l'histoire médiévale, ce qui peut paraître un peu improbable, mais en fait, le passé, c'est comme une langue étrangère aussi. En fait, il y a tous les éléments de la recherche qui me plaisent, qui viennent dans la traduction. Il y a la langue du passé qui est un peu comme une langue étrangère aussi. Et donc, les deux domaines sont plus proches qu'on y penserait. Ensuite, j'ai fait une partie de mes études en France. J'ai fini par faire de l'animation de cours de montagne avec des ados français. Et bah, je peux dire qu'en 2 semaines avec des ados, j'ai appris bien plus qu'en 9 mois à la fac, parce que les ados, ça laisse rien passer. Et voilà, j'ai épousé un Français. On a fait plusieurs allers-retours au Royaume-Uni, France. Là, on est en France depuis 7 ans cette fois-ci. Et on s'y plaît bien. Donc voilà, pour les Français qui écoutent, je suis en auto-entrepreneur ou micro-entreprise. J'ai la grande chance de pouvoir travailler à temps partiel. En fait, je sais que la traduction, c'est un domaine où c'est assez compliqué d'être en indépendant. Moi, ça marche parce que j'ai toujours été à temps partiel. Donc, je ne peux pas vraiment parler en termes de charge de travail qui manque, parce que j'ai des enfants en bas âge, en fait, et du coup, ça m'a toujours arrangé de travailler à temps partiel. Donc, c'est quoi la traduction de mode? Alors, c'est souvent des traductions pour les enseignes de mode, notamment pour la vente en ligne, les descriptifs de vente, ce genre de choses, des textes marketing, des textes qui un peu donnent envie d'acheter, quoi. Donc, on pourrait voir ça comme un sous-domaine de la traduction marketing. Ceci dit, il y a des compétences techniques spécialisées et les gens ne se rendent pas forcément compte de ça. Donc souvent, mes clients, c'est des entreprises qui ont fait appel à des traducteurs un peu plus généraux et qui se sont rendus compte au bout de parfois 2, 3 ans que la prestation, c'est pas exactement ce qu'il leur fallait. Parce qu'il y a une terminologie très, très spécifique. Par exemple, si je te dis col Claudine, comment on traduirait ça en anglais? Euh, En fait, c'est Peter Pan color, c'est le col de Peter Pan. Ouais, et c'est ce genre de nuances-là que les gens ne sont pas forcément à même de relever. Et oui, du coup, j'ai trouvé des clients comme ça. C'est des gens qui m'ont dit, mais écoutez, en fait, le type qui fait notre traduction, ça va, mais il ne s'y connaît pas trop en textile, et il ne sait pas la différence entre un tissu tricoté et un tissu tissé. Et oui, c'est assez spécifique. Si c'est un t-shirt noir, c'est un t-shirt noir, mais dès que tu as un t-shirt noir avec un col bénitier ou avec des manches raglantes, des choses comme ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et là, pour le coup, c'est très visuel en fait. Je demande souvent aux clients de m'envoyer au moins les esquisses de leurs vêtements pour que je puisse dire exactement ce que je vois. Puis, est-ce que tu travailles pour des designers? Alors, mon plus gros client, je peux pas vraiment donner le nom parce que c'est par une agence, mais c'est un gros client français dans le vêtement sportif. Et puis, je travaille aussi pour Côté Lac, qui est une petite marque française. C'est mon premier client mode et textile, par ailleurs. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un domaine de spécialisation où il y a de vrais besoins. Parce que pour moi, tout le monde savait ces choses-là. En fait, ça allait sans dire, mais non, en fait. Bah, ma grand-mère était couturière, ma mère a fait un peu de couture, un peu, bah, elle tricote beaucoup. Donc j'ai toujours un peu baigné dans les milieux des arts textiles, disons. Et du coup, pour moi, c'est juste des connaissances qu'on a, quoi. Donc, tu dis que toi, tu n'as pas fait de cours en traduction de mode à l'université. Donc, comment on devient traductrice, par exemple? Toi, tu as eu un peu ta famille dans le milieu, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Ah, il faut un intérêt. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si t'es déjà... Bon, moi, c'est pas vraiment venu du côté mode. Il faut pas me donner des conseils mode. Je vis à la campagne, j'ai des enfants, j'ai des animaux, je m'habille en fonction, hein. Euh, En plus, je fais 1,55 m, donc mode, non. Puis, il faut un intérêt, essentiellement, il faut savoir coudre, il faut savoir lire un patron,
faut aller voir ce qui se fait aussi, hein. Bah, pour moi, j'ai un grand intérêt pour tout ce qui est textile, euh, parce que tout le monde s'habille, en fait. C'est vraiment un intérêt pour l'humain comme pour l'histoire. C'est tout le monde s'habille, tout le monde s'est habillé au cours de l'histoire. Et en fonction des sociétés et tout, tu vois des fibres différentes, des coupes différentes. C'est vraiment fascinant, en fait. Chacun a ses vêtements. C'est- Même, j'ai lu quelques livres de théologie qui parlent des vêtements dans la Bible. Jésus porte un vêtement d'une pièce et du coup, ça vous dit que c'était un membre de cette classe-là et pas de l'autre. Mais c'est fou, ça, c'est partout, partout, partout. Il y a du textile. Puis c'est quoi la différence entre, mettons, mode et textile? Est-ce que c'est parce que mode, c'est plus comme des festivals, puis textile, c'est plus tout le monde? Alors, mode, c'est vraiment le côté artistique, c'est ce qui est haute couture, la mode comme art plutôt que comme habillement pour tout le monde. Bah, textile, déjà, ça touche à plein d'autres domaines aussi. Ça peut être de la literie, ça peut être des rideaux, du linge de maison. Euh, il y a un côté un peu plus technique quand même. Donc pour la mode, il faut savoir comment les fibres se comportent, mais c'est quand même plus important côté textile. Euh, Par exemple, les deux se rejoignent, hein, mais c'est pour les histoires des tissages, tu sais la différence entre un twill et un satin, comment dire, entre oui le jersey, la torsade, des choses comme ça. Et c'est un peu plus technique. Alors que quand on dit mode, on parle plus côté artistique, côté créateur. Mais est-ce que le Ouais. nom des couleurs ou le nom des textures est différent d'une langue à l'autre? Alors, les textures me posent problème parfois. Les, les couleurs, pas trop. Les couleurs, en général, il y a des équivalences relativement évidentes. Et souvent, ça peut être une langue assez imagée, assez poétique. Donc, si on dit vers printemps, par exemple, on a quelque chose en tête qu'on dirait peut-être plutôt spring green en anglais plutôt que springtime. Si on dit lime ou lime, citron vert, c'est pas tout à fait la même chose, mais on trouve souvent des équivalences. Vert sapin, forest green. Voilà, donc ça va. Les textures, c'est un peu plus compliqué parce que parfois en anglais, on aura plusieurs traductions possibles. Et donc j'avais fait quelques notes, hein. J'ai par exemple, si on dit qu'un tissu est brillant, on pourrait être tenté de dire shiny. Sauf qu'en anglais, shiny, il y a pas, c'est pas forcément positif en fait. Si on dit de quelqu'un que sa figure est shiny, ça veut dire que sa figure est luisante de graisse. Et quand tu es dans ce milieu-là, shiny, c'est pas forcément quelque chose que tu veux faire passer. Donc on a par exemple glossy qui donne à peu près le même rendu, mais qui est plus positif. On dit glossy, c'est la chevelure, c'est une belle chevelure, c'est un tissu qui rayonne, quoi. C'est pas la même chose. Et puis il y a aussi moelleux, on dirait squishy, mais squishy, c'est un peu gluant, t'as marché sur un chamallow, quoi. Voilà, donc moelleux, on peut dire fluffy, on peut dire airy, des choses comme ça. Donc c'est vraiment au cas par cas. Les motifs? Euh, alors, pied de poule, c'est houndstooth. Donc, dents de chien, oui, ou dents de dog, précisément. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire. Le motif cachemire aussi en français, c'est paisley en anglais, parce que a priori, ça viendrait de la région du Cachemire en Inde, d'où le nom en français, mais en Angleterre, bah, au Royaume-Uni plus précisément, c'est passé par le port de Paisley, je crois que c'est à côté de Glasgow. Et du coup, ça a pris le nom de cette ville-là. Donc, il y a vraiment des choses un peu improbables. Et c'est fascinant d'aller voir d'où ça vient aussi, toutes ces histoires-là. Nous, on dit karaté au Québec, nos chemises de bûcherons. Oui, en anglais, ça dépend des régions, en fait. On dit souvent plate ou plate pour le niveau, la traduction au niveau international. Parce que souvent, mes clients, en fait, c'est pour des anglophones ou des anglophones non natifs. Donc, ça peut être pour le marché américain, comme pour le marché britannique, comme pour le marché asiatique aussi, hein. Parfois, il y a comme ils visent une clientèle plutôt internationale, plutôt cosmopolite, ils veulent un anglais qui passe partout. Donc, plaid ou plaid, ça passe auprès des Britanniques, ils voient de quoi il s'agit, même si nous, on dirait plutôt tartan
ou checked, ou gingham selon la forme des carreaux, en fait, selon les couleurs. Gingham, si je me trompe pas, il faut qu'il y ait du blanc dedans. Donc, il y a tout plein de nuances. Est-ce que tu es déjà allé dans un studio pour aller voir vraiment, t'es touché? Alors, malheureusement, non. Par contre, les magasins de tissus, oui, beaucoup, voire un peu trop. Et c'est quoi les types de documents qu'on est appelé à traduire? Alors, moi, c'est surtout des descriptifs de vente, des ventes en ligne ou les argumentaires de vente aussi. Ça, c'est un peu plus spécialisé. Ça, c'est les descriptifs qui sont donnés au personnel du magasin pour qu'ils puissent dire, OK, cette chemise-là, elle est faite en ce matière-là. On a choisi ça parce que ceci, parce que cela. Regardez, il y a des boutonnières qui sont faites qui sont bordés d'un tissu spécial ou qui sont coupés à cru pour un autre effet. Et là, c'est vraiment pour que eux, ils puissent avoir les connaissances spécialisées sur le vêtement. En fait, donc sur une chemise en particulier, par exemple, il faut qu'ils puissent parler aux clients en connaissance de cause. C'est pas juste, ah, regardez, celle-là, elle est jolie, la couleur vous irait bien. C'est non, regardez, celle-là, elle se vend à un tel prix parce qu'elle est fabriquée avec ces matières-là, parce qu'elle est, par exemple, le tissu est fabriqué en France. Des choses comme ça, c'est surtout dans l'eau de gamme, en fait, où il faut pouvoir donner des arguments pour dire, écoutez, c'est ça les signes les marques de bonne qualité, en fait. Donc ça, c'est beaucoup plus technique. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Puis sinon, il y a les descriptifs de vente, des descriptifs de collection. Mais gros, moi, c'est avril et octobre. C'est après les présentations des collections où ils commencent à lancer le prêt-à-porter pour la saison qui vient. Et là, en l'occurrence, il y a mes deux plus gros clients qui sont sur ce modèle-là. Et du coup, avril, octobre, voire même fin mars, fin septembre, j'ai peut-être 3 semaines, un mois où ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Et puis après, je peux avoir rien pendant 3 mois. Donc, je fais d'autres traductions aussi, hein. Je fais des petites traductions par-ci, par-là, sur d'autres sujets, dans d'autres domaines. Mais oui, le plus gros du travail, ça tombe en avril et en octobre. Donc, il faudrait que je fasse attention à ne pas prendre trop de clients qui ont ce modèle-là. Sinon, avril, octobre, ça va être pizza surgelée tous les soirs, quoi. En parlant d'événements, est-ce que tu en connais dans ce domaine-là qui pourrait intéresser des traducteurs? Alors, il y en a un qui moi, m'intéresse beaucoup, qui est Paris Première Vision, qui est une genre de colloque festival de tout ce qui est textile. Donc, toute l'innovation textile et puis les innovations mode de notre côté, les nouveaux développements textiles technologiques aussi pour les sportifs, des choses comme ça, qui paraissent vraiment intéressants. Donc, il y en a un tous les ans au mois de septembre et un au mois de février. Mais ça m'arrive aussi de regarder les défilés de mode sur Internet pour savoir un peu ce qui se passe, ce qui risque d'arriver. Si, par exemple, il y a beaucoup de tissus brillants qui vont arriver, trouver d'autres façons de dire ça, parce que j'aime pas utiliser le même mot 3 fois de suite. Puis est-ce que tu as déjà reçu comme des cadeaux, je sais pas, en retour? Malheureusement, non. Par contre, il y a une des marques, notamment avec laquelle je travaille, où j'apprécie beaucoup leur emphase sur la qualité. Et il m'arrive d'acheter des choses chez eux sur Vinted. Je préfère mettre 20 euros dans une robe d'occasion sur Vinted que mettre 20 euros dans un truc chez H&M ou chez d'autres marques chinoises. Tu traduis pas pour eux. Non, d'ailleurs, eux, à mon avis, ils font pas appel à des traducteurs professionnels. Là, si c'est un t-shirt à 2 euros, tu vas pas être trop regardant sur la qualité de la traduction ou voire même les conditions de travail des ouvriers. Il y a une raison pour laquelle c'est pas cher. Donc oui, je privilégie vraiment des entreprises qui ont je sais pas si on dit ça en français, conscience sociale, une genre oui, une implication sociale qui font attention à leurs travailleurs, au mode de production, à l'environnement aussi, hein. Il y a un équilibre à trouver entre durabilité et respect environnemental. À chaque fois, il s'agit vraiment de faire un choix un peu éclairé, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir d'où viennent les textiles aussi. Qu'un vêtement peut très bien être fabriqué en France, fabriqué au Canada, mais si c'est un tissu qui est fabriqué au Bangladesh par des enfants payés 2 centimes la journée ou quelque chose comme ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup de... Oui, tu vois, donc c'est toute une histoire. Et
Enfin, c'est compliqué pour moi sur le plan éthique aussi parce que j'aide les marques à vendre des vêtements, mais aussi je suis persuadée que l'occasion dans le textile, c'est important, qu'il faut faire durer les vêtements, qu'il faut savoir réparer. Voilà, donc ça va un peu contre les intérêts de mes clients pour être tout à fait franche. Est-ce que certains documents, notamment de nature descriptive, comme les patrons, ils sont traduits par des fans? Ça, j'ai pas vu beaucoup, pour être honnête. Les patrons, ça fait depuis des lustres qui sont au moins bilingues, sinon trilingues ou quadrilingues. Donc, Burda, pour en citer qu'un, je crois, ils font leurs instructions en 4 ou 5 langues différentes pour le même patron. Donc là, ils ont leur terminologie qui est là depuis des décennies. Il y a un genre de code qu'il faut apprendre à lire, mais c'est déjà là. Donc les fans, les traductions par les fans, c'est un peu moins quand même. Euh, pour le tricot, je pense que ça peut arriver, surtout, ben, mais ça me concerne moins parce qu'il y a beaucoup plus de mon traduction tricot de l'allemand vers l'anglais et des langues scandinaves. Parce que eux, c'est un peu les grands spécialistes du tricot, les Allemands, les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais. Et les pays baltes aussi, en fait. En Estonie, Lituanie, Lettonie, ils sont assez tricot aussi. Voilà, donc ça, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de demandes. Euh, il y a des traductions de descriptifs produits qui sont maintenant faits par l'IA. Ça m'arrive d'en trouver, ça m'arrive d'avoir des clients qui demandent des relectures, parfois qui ne disent même pas que c'est l'IA, mais ça se voit clairement. Ceci dit, ça a toujours un peu été le cas parce que tout le monde pense pouvoir parler anglais. Dès que tu atteins un certain niveau de vie professionnelle en France, on va penser que tu parles anglais. Et tu vas parler anglais dans une certaine mesure. Mais ça donne souvent un rendu proche de ce qu'on a avec l'IA. Donc, c'est pas un problème qui est complètement nouveau, en fait. C'est juste un transfert. Maintenant, c'est l'IA qui est fait au lieu du stagiaire de troisième, hein. Voilà, donc pour du descriptif simple, c'est pas forcément problématique, hein. Mais c'est quand il faut vraiment vendre le produit, quand c'est plus dans le luxe, plus dans l'eau de gamme, là, il faut vraiment recourir à l'humain. Euh, et j'ai eu beaucoup de questions récemment d'amis, de collègues, de connaissances par rapport à ce qui se passe avec l'IA. Pour me dire, est-ce que toi, tu as peur de l'IA? Je dis, en fait, pas vraiment. Parce que plus on est spécialisé, moins on est dispensable, remplaçable. L'autre chose, c'est, je pense qu'on passe, la traduction en général passe un mauvais moment, que les clients essayent l'IA. Et ça va prendre peut-être 2, 3 ans pour qu'ils se rendent compte que leur client, leur acheteur, n'aime pas quand c'est fait par l'IA, qui voit qu'il y a quelque chose qui cloche, qui voit que c'est une machine qui essaie de leur vendre quelque chose et que ça passe moins. Je sais qu'il y a des statistiques quelque part qui dit que quelqu'un est, je ne sais pas, à 60%, je dis une chiffre comme ça, hein, de chance en plus d'acheter quelque chose si la proposition est faite dans sa propre langue. Et je pense qu'on va assister à quelque chose comme ça avec l'IA aussi. Je pense que ça va se voir au niveau des chiffres d'affaires d'ici quelques années, que le recours à l'IA, en fait, ça fait gagner un peu d'argent sur le court terme, mais sur le long terme, tu perds la confiance de tes clients et que ça, il va falloir repasser à l'humain par la suite. Donc, j'ai pas perdu espoir. Est-ce que, il y a des défis dans ce domaine? Surtout convaincre les clients que c'est pas n'importe qui peut le faire, en fait. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut un traducteur spécialisé, que tu peux pas juste demander à un traducteur généraliste de faire ta catalogue, tes descriptifs produits et s'attendre à ce que tout soit correct. Donc, que tu disais, les carreaux. Ah, c'est quoi les carreaux? Hors contexte, bah, c'est les carreaux de la fenêtre, c'est les carreaux sur une chemise. Chemise à carreaux, bah, il y a des panneaux de verre dedans. Mais même pour des choses un peu plus. Bon, ça, c'est un peu un cas extrême, mais par exemple, si on parle d'une ceinture sans vêtement, en français, ça peut être deux choses distinctes. La ceinture, c'est soit un accessoire qu'on vient ajouter, en cuir, par exemple, mais la ceinture, c'est aussi la bande de tissu en haut d'un pantalon ou d'une jupe. Et ça aussi s'appelle la ceinture. Donc, si ça te dit, si le descriptif te dit ceinture à boutons, tu peux présumer que ça fait partie du vêtement, que c'est pas une ceinture accessoire.
Mais parfois, bah, encore une fois, on revient à l'image, hein. Moi, je demande toujours des images, surtout quand il s'agit de choses comme ça, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100%. Et c'est ce genre de choses-là où il faut vraiment savoir qu'une ceinture, ça peut être un parti de vêtement. Et il y a plein de choses comme ça. Puis il y a la terminologie spécifique aussi. Il y a, par exemple, je m'amuse de temps en temps à trouver des mots que mon mari ne connaît pas. Genre, je lui ai dit l'autre jour, tu sais ce que c'est qu'un jacron? Non. Et est-ce que tu as des ressources spécialisées sur le sujet? J'ai un dictionnaire spécialisé, le Langenscheidt Schiller und Schön, qui est quadrilingue. En fait, ça fait anglais, français, allemand et italien, qui donne des équivalents pour à peu près tout. Google Images, c'est mon ami. Sinon, ce que j'ai comme ressource qui est pas mal, ce sont des livres de manuels pour ménagères. C'est improbable, hein. Manuel pour ménagères des années 1940 s'explique quel tissu choisir pour quelle utilisation, comment repriser de façon diverses et variées, comment faire une chemise, tout simple. Les formes, les mesures, tu reproduis ça sur le tissu, puis tu fais oui, les choix des tissus, les points de broderie, la dentelle, différence entre dentelle de Calais et dentelle d'Alençon. C'est le genre d'information qui est vraiment utile quand il le faut, mais le reste du temps, sert à rien. Disons, encyclopédie de travail de dame, hein. Ah, ouais, le plus gros, ça s'appelle Larousse ménager illustré de 1927. Enfin, dans la famille, on appelle ça l'Internet parce que ça a tout. Et ça, il y a des patrons de collerette, j'ai toute une page devant moi avec 12 sortes de coton uni. Donc le calicot, le linon, l'organdie, percale, le bengali, le mousseline, et tout ça, c'est tous des nuances qui existent encore. Et ce genre d'informations, en fait, on ne trouve pas forcément partout. Donc ce livre-là, ça m'avait offert comme, un peu comme blague par mon mari, et je m'en sers énormément. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Ben, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, je suis sur LinkedIn. J'ai des périodes où je suis plus ou moins active, donc normalement, ça reprendra à la rentrée. Dès le mois de septembre, je serai de nouveau présente sur LinkedIn. Au plaisir de vous retrouver ailleurs.